Depuis 2016, 24 nations participent à l'Euro de football. Un élargissement source de débats et de polémiques. Pourquoi avoir agrandi l'Euro? Est-ce une bonne chose? Va-t-on continuer à l'ouvrir? On parle de tout ça aujourd'hui et on débat. En route pour l'Euro, épisode 2, c'est maintenant. Salut les amis, c'est Valentin, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour le deuxième épisode d'En route pour l'Euro. Et on va parler aujourd'hui de l'élargissement de l'Euro, notamment du passage de 16 à 24 équipes depuis 2016. Est-ce une bonne idée? Faut-il être pour? Faut-il être contre? On va vraiment discuter et échanger. Je compte sur vous en commentaire pour partager votre avis et puis pour lancer les débats. Vous l'avez peut-être vu au titre, et puis vous le verrez dans l'épisode bien sûr, j'ai la chance de pouvoir compter sur deux grands mastodontes du YouTube Foot FR qui sont intervenus dans la vidéo et qui ont livré leur avis sur l'élargissement de l'Euro. Merci à eux, j'aurai l'occasion d'en parler davantage à la fin. Avant qu'on commence à aborder ce sujet, merci pour vos retours sur le premier épisode. N'hésitez pas à liker, à commenter pour soutenir la chaîne. Et puis, si vous découvrez l'Arena et que vous ne voulez pas louper la suite de notre série pré-Euro 2024 et toutes les autres vidéos de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça me soutient grandement. Installez-vous bien confortablement, on est parti. Depuis 2016, 24 équipes disputent l'Euro. Pour une troisième fois consécutive, ces 24 nations sont réparties en 6 groupes de 4 avec les 2 premières équipes directement qualifiées pour les 8e, accompagnées des 4 meilleurs 3e. Avant de revenir sur ce dernier élargissement, dresser les points positifs ou négatifs, il faut faire un petit historique de l'élargissement de l'Euro. Car oui, depuis sa fondation, son apparition, l'Euro s'est toujours agrandi. De 1960 à 1976, l'Euro s'est joué à 4, seulement 4 équipes. Il y avait une phase éliminatoire, mais qui ne faisait pas partie de l'Euro, comme les qualifs aujourd'hui. Et donc, pendant presque 20 ans, l'Euro s'est limité à 4 matchs, les 2 demi-finales, une petite finale et une finale. En 1960, le premier Euro de l'histoire, c'est France, URSS, Yougoslavie, Tchécoslovaquie. À partir de l'Euro 1980 en Italie, changement de l'UEFA qui élargit l'Euro à 8 équipes, donc 4 équipes supplémentaires. On va tout simplement jouer avec 2 groupes de 4, comme ici à l'Euro 1984 en France. Les 2 premiers sont qualifiés pour les demi-finales et puis ensuite, il y a la finale. En 1984, la France sort en tête de son groupe et s'impose en demi contre le Portugal, en finale contre l'Espagne. Ce format va perdurer pendant 4 Euros, c'est-à-dire de 1980 à 1992. Et arrive l'année 1996, qui marque un nouveau tournant pour le football européen. Le contexte politique joue beaucoup puisque plusieurs États rejoignent l'UEFA, soit issus de l'implosion de la Yougoslavie, soit de l'URSS. Mine de rien, ça fait énormément d'États supplémentaires. Et donc, l'UEFA décide d'élargir sa compétition européenne majeure. D'ailleurs, la Croatie, nouvel État en 1996, va énormément profiter du football pour développer sa reconnaissance internationale et sa renommée, signant un quart de finale en 1996 pour sa première participation à l'Euro. Ce nouveau format, qui est désormais à 16, donc 8 équipes de plus, c'est un format qui va durer jusqu'à l'Euro 2012 et c'est un format que beaucoup vont adorer, qui sera extrêmement populaire. Pourquoi? D'abord parce qu'il est clair et simple. 4 groupes de 4, les 2 premiers de chaque groupe en quart de finale, le reste éliminé à la maison, basta. Et puis ensuite, phase finale classique, quart de finale, demi-finale et puis finale. Deuxième bon argument, du haut niveau. Quand tu prends les 16 meilleures équipes, c'est le haut gratin du foot européen et les qualifs sont beaucoup plus relevés. La preuve, en 2008, l'Angleterre ne se qualifie pas pour l'Euro. Aujourd'hui, un gros qui n'arrive pas à se qualifier pour l'Euro 24, c'est vraiment qu'il l'a cherché. Et donc, ça offre un Euro avec des équipes qui sont armées. Russie, Turquie, Suède, Grèce, République tchèque, ces équipes-là, elles font de très gros Euros 2004 et ou 2008. Et puis surtout, le troisième argument, c'est que le format nous offre aussi des matchs de fou. Ceux qui ont vécu l'Euro 2000 savent toute la folie de ce tournoi entre la finale, le Pays-Bas-Italie, le Portugal-France, j'en passe et des meilleurs. Pareil à l'Euro 2004 où Pays-Bas-Tchéquie, c'est football champagne. En Suisse-Autriche en 2008 aussi avec un Croatie-Turquie resté dans les mémoires et un Allemagne-Portugal renversant. Bref, pour toutes ces raisons, le format A16 était jugé super parce qu'il allie calendrier et format clair et très haut niveau avec des compétitions avec de très bonnes équipes et un sacré spectacle. Mais en 2016, fin du format A16 pour ajouter 8 équipes supplémentaires. L'Euro passe à 24 et donc on doit repenser le format. Est ajouté un nouveau tour dans la compétition, le stade des 8e de finale. Et pour arriver à 16 pour les 8e, on ajoute 4 équipes aux 12 équipes qui sortent des 6 groupes. Ces 4 équipes, ce sont
4 des 6 meilleurs troisièmes des phases de poule. Et ça, en fonction de là où on se place, ça va pas forcément plaire. Mais on va d'abord parler des points positifs de cet euro à 24. Bon, le premier, il est pour le pays hôte et pour les institutions. Clairement, plus d'argent, plus de billetterie, plus de tourisme, plus de bénéfices, plus de revenus. Par exemple, en Allemagne cette année, avec le nombre de matchs et de villes hautes engagées, c'est une aubaine financière avec l'afflux de supporters et de touristes. Et la communication est bien sûr faite pour attirer les spectateurs. Donc, qui dit plus d'équipes, plus de matchs, dit forcément plus de ressources financières. Bon, ce point-là n'influence en rien à la qualité de la compétition et la compétition en elle-même. C'est plus un point sur l'organisation, un point positif sur l'organisation en elle-même. Le vrai premier gros point positif sportif, à mon avis, il est évident, et c'est monsieur Valfoot qui va vous le présenter. Moi personnellement, je pense que c'est une bonne chose cet élargissement pour l'Euro. Je sais que certains vont se plaindre du fait que désormais il y a peut-être un manque de compétitivité dans certains matchs de poule. Il y a aussi le fait que maintenant les phases de qualification elles sont plus du tout intéressantes. Les grandes nations elles sont quasiment obligatoirement qualifiées, alors qu'avant le simple fait de se qualifier pour l'Euro c'était déjà une grosse performance, et ça même pour les grosses nations. Mais pourtant, comme je l'ai dit, moi j'ai du mal à penser que c'est une mauvaise chose d'offrir à plein de petits pays, à plein de petites sélections, la possibilité de participer à l'Euro et la possibilité donc de se frotter au gratin du football européen. Parce que déjà je trouve que c'est super intéressant de découvrir de nouvelles équipes, de découvrir des joueurs inconnus, des joueurs auxquels on ne se serait pas forcément intéressé s'ils ne s'étaient pas qualifiés pour l'Euro. Et du coup logiquement par extension ça nous permet d'avoir de nouvelles histoires dans le football, de découvrir de nouvelles histoires, parfois de superbes épopées aussi. Je pense notamment en 2016 à l'Islande qui avait encore jamais joué la compétition et qui profite de cet élargissement pour y participer et qui au final fait bien mieux que simplement y participer. Ils font une superbe épopée, ils finissent devant le Portugal en poule et ils tapent en 8e l'Angleterre. Enfin, bref, c'était complètement fou. Et c'est pareil pour plein d'autres pays. Je pense qu'on n'aurait pas eu la chance de voir Gareth Bale jouer et briller à l'Euro s'il n'y avait pas eu cet élargissement. Donc voilà, je trouve que vraiment c'est une super chose. Et pour quelqu'un comme moi qui adore les histoires autour du foot, adore les raconter mais adore aussi les vivre, élargir le nombre de participants à l'Euro, ça revient à offrir encore plus de pages au grand récit qu'est l'Euro, avec de nouveaux protagonistes, avec de nouvelles surprises et surtout avec de nouvelles très belles histoires. Et oui, comment ne pas penser à l'Islande dans cet élargissement? Ouvrir l'Euro, c'est offrir de nouvelles histoires, comme le dit Valfoot, c'est offrir de la joie, voir des nouveaux supporters dans les stades, permettre à des gens de vibrer pour leur nation grâce au football. Enlevons un peu nos lunettes de l'Euro, c'est la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie. Non, ce n'est pas que ça le football européen. Et je dirais même que l'Euro en 24 peut être un accélérateur du football. L'exemple le plus parlant que je prends tout le temps, c'est la Hongrie. En 2016, la Hongrie, qui est un monument du foot européen, retrouve l'Euro pour la première fois depuis 44 ans. 44 ans, mais vous vous rendez compte de ce que ça représente, 44 ans. Et bien, depuis cet Euro, la Hongrie, c'est 3 euros consécutifs, des victoires de prestige contre Allemands et Anglais à plusieurs reprises, et l'une des équipes les plus en forme du foot européen à l'heure actuelle, au point d'être un petit outsider pour l'Euro à venir. J'en suis persuadé. Jamais la Hongrie serait dans cette forme actuelle si elle n'avait pas bénéficié de l'élargissement de l'Euro 2016. Jamais, j'en suis vraiment convaincu. Alors oui, c'est pas systématique. L'Irlande du Nord et l'Islande ont peut-être pas fait durer cet accélérateur pour leur football, mais c'est possible, on l'a vu. Et pour la Géorgie qui découvrira l'Euro, c'est totalement cette voie qu'il faut attraper pour faire accélérer le développement du football dans le pays. Alors souvent, les détracteurs du format A24 disent qu'ouvrir le tournoi au plus petit, c'est faire baisser le niveau de la compétition. Alors oui, ça peut être vrai, parce que du coup, on peut avoir des groupes assez déséquilibrés et des équipes qui n'ont pas forcément le niveau pour l'Euro malgré leur qualification. L'exemple parlant, c'est la Macédoine du Nord qui a fini le dernier Euro avec un 0 pointé et qui était en dessous de son groupe. Mais c'est pas du tout systématique comme argument. Et encore une fois, l'Euro 2016 en est le contre-exemple. Si on regarde l'Euro 2016, on peut évoquer 6 nations qui soit découvraient l'Euro, soit le redécouvraient après une longue absence. L'Islande, le Pays de Galles, l'Albanie, l'Irlande du Nord, la Slovaquie et la Hongrie. Bon, sur les 6, il y en a 5 qui sont sortis de leur poule et 2 qui ont fait quart de finale ou plus. Et toutes ces 6 nations ont gagné au moins un match à l'Euro. Donc, est-ce que le niveau baisse? En 2016, on ne l'a pas vu et c'est la preuve que l'élargissement offre une chance à ces équipes, une chance de briller, de faire rêver leurs supporters et de performer aussi. Quelle histoire que ce qu'ont fait les Gallois le 1er juillet à Lille face aux Belges dans une ambiance de délire. Néanmoins, cet Euro à 24 est imparfait. J'ai beau être un partisan, à titre personnel, d'un Euro plus grand, il faut le reconnaître, c'est un format qui est imparfait. Et c'est notre ami Comte de Foot qui va livrer son avis, mais aussi ses limites de cet Euro à 24 et sa solution. Du coup, moi je suis clairement pour un élargissement de l'Euro à 24 qui a été réalisé donc en 2016 en France, puis pour l'Euro aussi en 2020.
dans le sens où je suis plus sur une logique d'intégration et d'élargissement à des plus petites équipes que dans une logique de mérite. Voilà, tout pour l'Euro d'avant, où il n'y avait que 16 équipes par rapport aux 50 voire 55 nations qui participent aux qualifications. Je trouvais ça un petit peu dur et ça mettait de côté pas mal de bonnes équipes qui ne pouvaient pas se permettre de participer à l'Euro, qui est une vraie fête pour les supporters, qui est un moment inoubliable dans l'histoire d'une sélection. Maintenant, cet Euro à 24 pose pour moi un petit problème, c'est la logique du meilleur troisième. On l'a vu notamment cette année à la CAN, où la Côte d'Ivoire, bon, termine parmi, je crois, le pire meilleur troisième et finit par gagner la compétition. C'est pas top pour moi en termes d'équité sportive, il y a peut-être des meilleures solutions à avoir. Et c'est pour ça que mon avis est un peu partagé là-dessus, parce que intégration, oui, de nouvelles équipes, de nouveaux visages, avec la Géorgie par exemple cette année, ça va être très cool. Mais le format pur de l'Euro est pas terrible selon moi, parce que tu termines troisième, tu fais une très mauvaise phase de poule et tu peux très bien te relancer directement en huitième et aller très loin dans la compétition. Ça, c'est pas terrible. Si je dois donner mon véritable avis au fond de moi, je dirais qu'un passage à 32 serait plutôt pas mal. Ce serait une bonne idée dans le sens où ça permettrait de réduire le nombre de matchs de qualif. Donc pourquoi pas essayer de réduire le risque de blessure pour les joueurs, de décharger un peu ce calendrier toujours plus lourd pour les équipes, pour les clubs, pour les sélections, etc. Un passage en 32 avec moins de qualifs, avec un format 8x4 serait pas trop mal. Ça permettrait aussi de voir des nouvelles équipes, de permettre à des pays de vivre cet Euro, cette expérience de l'Euro qui est exceptionnelle. On l'a vu ces dernières années où c'était génial de voir autant de supporters à chaque fois. Alors évidemment, la notion de mérite ici disparaît complètement, parce que 32 équipes qui participent par rapport à 50 ou 55 en qualif, en termes de mérite et en termes de place, ça fait un peu beaucoup. Donc essayer de voir peut-être une formule, essayer de réfléchir à une formule intéressante pour les prochaines années, ça pourrait être cool. Moi, je pense que l'Euro à 24 était une bonne idée, mais c'est un premier pas vers ce passage à 32 qui serait pas mal, qui permettrait de décharger le calendrier, qui permettrait de voir des nouvelles équipes et de passer un mois de juin-juillet vraiment exceptionnel avec un Euro, avec 8 groupes de 4 équipes, comme la Coupe du Monde, enfin l'ancien format de la Coupe du Monde du coup, mais qui est pour moi le meilleur. Donc voilà, 24 pas mal, 32 j'espère, pourquoi pas, ce sera le prochain. Là encore, un point de vue très intéressant qui soulève plusieurs points à débattre, mais revenons d'abord sur les meilleurs troisièmes. C'est un format qui est plus compliqué à comprendre et qui tout de suite instaure un déséquilibre. La preuve, il y a certaines nations qui finiront en tête, qui joueront un meilleur troisième, d'autres qui joueront un deuxième à l'Euro 2024. Exemple en image, comme vous le voyez sur le tableau, on sait déjà que le C1, donc le premier du groupe C, qui sera peut-être l'Angleterre, jouera un meilleur troisième. On le sait, peu importe combien de points inscrivent les premiers de chaque groupe, c'est comme ça. Donc l'Angleterre jouera un meilleur troisième supposé être un adversaire plus faible, alors que le D1, le premier du groupe D, qui pourrait être la France, va jouer le deuxième du groupe F, le deuxième du groupe du Portugal, Tchéquie, Turquie, Géorgie. Voilà, il y a un déséquilibre parce que tout le monde ne joue pas un meilleur troisième. Certains jouent un deuxième de groupe et surtout, c'est établi avant la compétition. En gros, c'est pas les meilleurs premiers qui joueront les meilleurs troisièmes. Ça pourrait être logique de fonctionner comme ça, mais non, pas du tout. Donc là, pour moi, il y a un gros point négatif. Et puis, Compte de foot mentionne cette place de meilleur troisième qui peut te permettre de quand même te qualifier et de gagner. On l'a vu pour la Côte d'Ivoire avec la CAN cette année, pour le Portugal à l'Euro 2016. Là, ça reste un point négatif très subjectif, parce que si c'était la France qui avait fini troisième de son groupe et qui avait gagné l'Euro en 2016, on aurait tous dit c'est génial ce format. Mais justement, le fait que ce soit vu par certains comme une bonne chose et par d'autres comme une mauvaise fait justement que c'est un truc qui est imparfait, qui ne fait pas l'unanimité, comme l'Euro à 16 où t'es premier, t'es deuxième, c'est bon, t'es troisième, t'es dehors. Voilà, c'est clair, c'est plus simple et donc cette confusion à la fois sur le déséquilibre du plateau final, le fait que le tableau soit parfois beaucoup trop inégal, exemple à l'Euro 2016 où tu avais tous les champions du monde européens dans la même partie, France, Espagne, Italie, Allemagne, Angleterre, laissant l'autre partie beaucoup plus ouverte et déséquilibrée. Et ces positions très subjectives sur la place de meilleur troisième, tout ça fait que c'est très imparfait. Et donc, l'ami Compte de foot évoque un point très intéressant pour ouvrir le débat et qui souligne que l'élargissement de l'euro n'est pas fixe, il va peut-être se poursuivre et passer à 32. L'UEFA le voulait pour l'Euro 2028 au Royaume-Uni et en Irlande, elle voulait passer à 32 avec 8 groupes de 4, mais elle a fait machine arrière. Il est tout à fait probable qu'on y arrive, elle retentera peut-être le coup pour l'Euro 2032 qui sera en Italie et en Turquie. Moi je pense personnellement qu'on y arrivera à un moment, ça permettra alors de retrouver un tableau final plus stable avec 8 groupes de 4, plus de meilleurs troisièmes.
Mais tout ne sera pas résolu. D'abord les qualifs, il faudra les remodeler. Mais comment les rendre attractifs quand 32 des 55 nations de l'UEFA se qualifieront? Si l'Euro passe à 32, il faudra faire de ces qualifs des matchs beaucoup plus compétitifs que ce qu'on a vu ces dernières années. Parce que sinon, et c'est bien dit par contre de foot, on aura un calendrier ultra surchargé avec des matchs totalement inutiles. Et puis, si on ouvre la compétition à 32 aujourd'hui, très clairement, on aurait une compétition pas du tout homogène, ultra déséquilibrée avec, je pense, des phases de poule inintéressantes au possible. C'était ça la grosse force des Euros à 16, les Euros des années 2008, 2004, 2012. C'était la possibilité d'avoir des groupes très relevés, avec que des équipes qui ont des armes à faire valoir et parfois des surprises. L'Italie, l'Espagne et l'Allemagne ne sortent pas des poules de l'Euro 2004. Un Euro à 32 là n'offrirait aucune dose de piment dans la phase de poule. Et le défi de proposer de la compétitivité va clairement se faire là si l'UEFA décide d'élargir encore l'Euro. Peut-être que justement proposer cet Euro à 24 comme un laboratoire est intéressant pour renforcer davantage la compétitivité au sein des plus petites nations. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment très content d'avoir proposé ce sujet, donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner et à partager et à commenter bien évidemment. C'est un sujet débat, votre avis compte. Qu'en pensez-vous? On lira avec attention avec Valfoot et Compte de Foot tous vos commentaires. J'en profite bien évidemment pour remercier ces deux vidéastes, deux mecs que je suis depuis très longtemps, dont j'adore à la fois le travail, la narration, bref, le contenu. Et ils n'ont pas hésité un instant à répondre positivement à mon invitation, donc super heureux d'avoir pu compter sur eux. Merci à vous les gars. Ma chère communauté, n'hésitez pas aussi à les remercier, rien qu'en likant et en commentant. Et puis, si jamais vous ne les connaissez pas, foncez les voir. Je vous mettrai bien évidemment leur chaîne YouTube en description. C'est tout pour moi les amis pour aujourd'hui. Passez un très beau dimanche et une très belle semaine. Prenez soin de vous et surtout, profitez des vôtres. Ciao!